Claire ici à l'Université Laval et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cet atelier sur l'adoption de comportements cyberprudents. Donc, atelier qui nous est offert par Guillaume Dubé de la DTI. Alors, Guillaume cumule 16 ans d'expérience en technologie de l'information à l'Université Laval, dont 12, je vais lire presque pratiquement ce que tu mets sur ton écran, dont 12 en sécurité de l'information. Depuis 2 ans, il est l'officier de la sécurité de l'information et a la responsabilité d'établir les orientations en sécurité de l'information ainsi que de s'assurer de son respect. Les co-présidents du groupe d'intérêt sur la sécurité de l'information du Conseil universitaire canadien des directeurs de l'information et membre du comité de gestion du réseau des intervenants en sécurité de l'information des universités québécoises. Alors, quelques mots avant de te céder la parole, Guillaume, l'atelier est enregistré. J'invite donc celles et ceux qui ne veulent pas apparaître sur l'enregistrement qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de la bibliothèque à éteindre leur caméra. Vous pouvez vous poser vos questions directement dans le clavardage. Guillaume y répondra à la suite de son intervention. Alors, sur ce, Guillaume, je te cède la parole. Merci beaucoup, Catherine. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce midi, c'est très apprécié. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour un peu des menaces qui existent en ce moment au niveau cybersécurité et je vais essayer de vous donner surtout quelques petits conseils pour mieux développer nos réflexes en matière de cybersécurité et d'avoir un comportement cyberprudent. Comme Catherine l'a indiqué, vous pouvez indiquer vos questions dans le clavardage, mais aussi à la fin, on aura une période justement où je pourrai y répondre. Donc, sans plus attendre, on va sauter dans la première capsule qui est l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Bien, d'abord, c'est une technique de manipulation, désolé, qui est utilisée pour inciter une personne à transmettre elle-même des données sensibles. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire faire quelque chose qui pourrait mettre à mal vos données ou le système informatique que vous utilisez. Ces données peuvent être des renseignements personnels ou des informations confidentielles qui permettent d'accéder à un réseau informatique d'une organisation. Une fois que la personne mal intentionnée a infiltré le système, ben, le cyberfraudeur peut subtiliser soit plus de données ou soit tenter de voler ces données-là à des fins malveillantes ou les vendre. Les fraudeurs utilisent différentes méthodes pour l'ingénierie sociale, mais l'objectif est toujours de créer un lien de confiance et de tromper leurs victimes. Une des choses qu'ils vont faire notamment, c'est de regarder qu'est-ce que vous faites au niveau de vos réseaux sociaux et d'utiliser en fonction des informations et des comportements et des habitudes que vous avez, de pouvoir justement développer ce lien de confiance. Fait en même temps, je vous dirais tout de suite, faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez des renseignements personnels que vous mettez sur les réseaux sociaux parce que vous pourriez définitivement en être victime puisque ça pourrait être utilisé contre vous par la suite. Comment qu'on reconnaît cette ingénierie sociale-là? Ben, dans le contexte d'un courriel ou d'un échange avec plusieurs messages, la personne avec qui vous discutez pourrait vraiment vous amener à ouvrir une pièce jointe, que ce soit dans un courriel ou même, on le voit même maintenant sur des outils comme Messenger du côté de Facebook, ou de cliquer sur un hyperlien qui vous amènerait sur un site malicieux. Et ensuite, ben, ce site malicieux-là pourrait soit vous amener à donner vos identifiants et mots de passe parce que vous pensez qu'il est légitime, ou bien, dans le cas d'une pièce jointe, ben, un programme malveillant pourrait alors être déployé sur votre ordinateur et le fraudeur pourrait prendre en contrôle votre ordinateur à distance. Il y a des cas aussi qu'on a vus beaucoup dans les dernières années au niveau des appels téléphoniques. Quelqu'un qui se fait passer pour une banque. Vous avez sans doute déjà entendu des cas comme cela. Le fraudeur essaie de subtiliser vos informations bancaires en se faisant passer pour la banque et par souci de vérification de votre identité, ben, il va vous demander justement ces renseignements-là qui ensuite vont être réutilisés contre vous. Il y a aussi de plus en plus de textos qui peuvent être malicieux. Vous en avez sans doute tous reçus dans la dernière année pour ceux qui ont un appareil mobile. Ces textos-là, ben, vous indiquent que c'est encore une fois votre banque. Des fois, vous n'êtes pas client chez cette banque-là, donc vous dites ah, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. C'est pas trop compliqué. Les fraudeurs envoient à très large en espérant que ça va justement attraper certaines personnes. Donc, on voit de plus en plus ce type de fraude-là, bien évidemment, au niveau de l'ingénierie sociale. Encore une fois, un autre type d'ingénierie sociale aussi, c'est que les fraudeurs vont volontairement abandonner des objets électroniques
qui sont malicieux. Et souvent, on va voir au niveau des clés USB, une clé USB qui a un programme malicieux, que quand on connecte dans l'ordinateur, peut infecter l'ordinateur. Ben, c'est une autre notion aussi de dire, si vous trouvez des équipements informatiques dans un espace public, ça peut être malicieux, puis c'est pas une bonne chose de le connecter dans votre ordinateur pour, je comprends, on veut comme avoir le réflexe de dire, ah, on va essayer de trouver c'est à qui, et ensuite, pour pouvoir aider, mais justement, les fraudeurs, c'est un peu ça leur objectif. Ils espèrent que vous allez faire ça et le connecter dans votre ordinateur. L'autre chose, puis ça, c'est plus dans le cas du travail, des cybercriminels vont tenter, ben là, c'est moins dans le cyber, on est plus dans des criminels en tant que tels, vont tenter d'accéder à des zones de travail sécurisées en suivant un employé, en se faisant passer justement pour un partenaire de l'organisation ou pour justement essayer de rentrer dans des locaux pour voler de l'information. Donc, toujours être alerte dans le contexte du travail si votre employeur demande justement d'avoir des contrôles d'accès, de toujours vous assurer que les personnes qui vous suivent sont effectivement des employés de votre organisation. Si je parle pour l'Université Laval, ben justement, on voudrait s'assurer que la personne qui rentre, je ne sais pas, dans un local sécurisé, ben c'est effectivement la personne qui vous suit est effectivement une personne qui est autorisée. Puis on a déjà entendu des histoires, heureusement, pas nécessairement à l'Université Laval, où la stratégie qu'ils vont utiliser, c'est qu'ils vont avoir les mains pleines. Ils vont arriver avec 2, 3 cafés, puis ils vont dire ah ouais, peux-tu m'aider à débarrer la porte? J'ai comme les mains pleines pour. Et la personne, encore une fois, voulant aider, va donner un coup de main à ce fraudeur-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fraudeurs aussi n'ont aucune gêne à utiliser je dirais, le fait qu'on veut être gentil avec les gens, qu'on veut justement aider les autres. Je ne vous dis pas de ne pas aider les autres, mais ils vont exploiter cette faille humaine-là de cette sensibilité qu'on a. 30 secondes, oui. Donc, ce qui est essentiel à mémoriser en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe, ne dévoilez jamais vos mots de passe. C'est très simple, mais si vous avez aucune raison de donner un mot de passe à qui que ce soit au téléphone ou sur le web, ça vous apparaît louche, vous ne donnez pas ça. Méfiez-vous toujours des courriels et des textos qui ne sont pas sollicités, dont le contenu présente justement un caractère d'urgence et un niveau de gravité sur lequel vous devez agir rapidement. Généralement, là, les fraudeurs aiment beaucoup jouer sur justement ce degré d'urgence-là. Vous savez, souvent quand on reçoit des textos, c'est que votre compte a été fraudé ou votre compte n'a pas été payé ou des choses comme ça. Ils veulent jouer sur ce critère-là pour vous faire agir rapidement. S'il s'agit d'un appel téléphonique dont vous doutez la légitimité des échanges, ben, tout simplement, vous pouvez raccrocher et rappeler. Si c'est votre banque, notamment, vous pouvez raccrocher et rappeler votre banque et dire est-ce que c'est vraiment vous qui m'avez appelé concernant tel truc? Ils vont vous le dire si ce n'est pas eux. Donc, toujours prendre l'habitude de vraiment vous assurer quand vous appelez un appel téléphonique, est-ce que c'est très légitime et de ne pas partager des informations par défaut. Comme je vous disais tantôt, ne jamais brancher une clé USB ou un dispositif électronique qui ne vous appartient pas à votre ordinateur parce qu'encore une fois, vous pourriez être victime d'une fraude. Si vous trouvez ce genre de dispositif-là et vous êtes à l'université, c'est pas trop compliqué. Là, vous pouvez aussi aller le porter au service de sécurité et de prévention. Ils vont s'en occuper de façon sécuritaire. Dans tous les cas, on vous demande de demeurer sur vos gardes si vous recevez une demande inhabituelle qui vous semble étrange ou qui requiert des informations confidentielles. Bref, soyez toujours alerte justement à vous demander si c'est-tu normal ce qui se passe et de questionner, quitte à, comme je vous dis, à recontacter directement, si c'est une entreprise, les contacter directement. Et si vous êtes étudiant ou employé de l'université, ben, n'hésitez pas à contacter vos services technologiques ou à contacter, moi je suis responsable du Centre de cyberdéfense de l'université, vous pouvez nous contacter ou cybersécurité@ulaval.ca, on va vous aider à déterminer si c'est une fraude ou pas. Par la suite, on va passer au niveau de l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est une technique, je dirais, d'ingénierie sociale, mais vraiment basée sur le courriel. L'objectif, ben, c'est une technique de fraude en ligne qui est largement répandue. Elle prend généralement forme message courriel, texto, comme on disait, qui imitent ceux d'organismes de confiance et qui visent à soutirer des informations personnelles. Donc, comme on disait tantôt, les banques, l'Université Laval, le gouvernement du Québec, peu importe, ces messages sont spécifiquement conçus pour vous tromper et vous faire croire qu'ils sont légitimes. On veut vraiment que vous tombiez dans le panneau. Puis, je dois vous dire, dans les dernières années, les fraudeurs, là, avant, on disait faites attention aux fautes de français ou la mise en page n'est pas toujours idéale. De plus en plus, on voit des messages qui ressemblent vraiment à ce que le gouvernement du Québec enverrait, ou à ce que l'université enverrait, ou à ce que Desjardins enverrait.
Donc, vous voyez, ils se sont adaptés au style de communication de ces organisations-là pour avoir l'air crédible. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Ben, eux, ce qu'ils veulent y retrouver, c'est obtenir vos mots de passe. C'est le truc le plus classique qu'on voit. Ils vont vous dire, oh, connectez-vous à votre compte pour obtenir plus d'informations sur, je ne sais pas, telle fraude qu'on croit qu'il y a eu lieu sur votre compte. Et en allant sur ce site-là, ben, le site va avoir l'air. Si je prends l'exemple de Desjardins, vous allez recevoir un courriel qui ressemble de Desjardins, vous cliquez sur le lien. Ça n'a pas l'air d'une page web tout proche, non, ça a l'air du site web de Desjardins parce qu'ils l'ont copié intégralement. Et ensuite, tout ça dans l'objectif de subtiliser votre mot de passe. Ensuite, ben, une fois qu'ils ont votre mot de passe et votre identifiant, notamment d'un point de vue bancaire, ben, ils peuvent effectuer des opérations financières en votre nom. Ils peuvent bien sûr voler votre identité. C'est souvent quelque chose qu'on constate. Parce que si, notamment, je vais prendre l'exemple d'une banque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, les sites bancaires mettent de plus en plus de protection là-dessus, mais si j'ai volé vos identifiants mots de passe, ben, je suis capable sans doute de retrouver vos informations personnelles. Vous avez reçu, je ne sais pas, un relevé d'impôt, vous avez vos informations personnelles qui sont à même le site. Je suis capable d'obtenir ces informations-là et ensuite forger une fraude. L'autre chose, ben, si vous êtes à l'université, ben, je peux accéder aux différentes données de l'université. En tant étudiant, c'est peut-être un peu moins grave. Je vais accéder à vos renseignements, c'est pas super, mais je vais quand même accéder à vos renseignements. Si je suis une personne qui est employée de l'université, ben là, ça peut devenir problématique parce que peut-être que je gère des cohortes d'étudiants et d'étudiantes. Donc là, je pourrais mettre à mal ces informations-là. Donc, c'est super important d'être très alerte aux tentatives d'hameçonnage. Comme je vous dis, généralement, l'hameçonnage passe beaucoup par la notion d'un hyperlien à cliquer ou d'une pièce jointe à ouvrir. C'est généralement beaucoup ce à quoi les fraudeurs vont faire utilisation. Comment qu'on le reconnaît? Ben, c'est sûr que généralement, ils ne savent pas nécessairement comment vous vous appelez. Donc, ils vont y aller avec des formules très génériques du style Madame, Monsieur, cher client. Ils vont y aller avec une appellation très générique. On va vous demander de confirmer des renseignements personnels pour éviter la fermeture d'un compte, replanifier la livraison d'un colis, si on le voit souvent, confirmer un abonnement, confirmer que votre compte, comme je vous disais tantôt, s'est fait bloquer. Il y a toujours un contexte d'urgence, encore une fois. Même que des fois, un ton menaçant va être utilisé. Style, si vous n'agissez pas en 24 heures, nous allons toutes détruire vos données. C'est très, 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 je dirais, menaçant dans la majorité des cas. Et l'expéditeur va souvent utiliser des formules telles que ça provient du secteur de la sécurité informatique ou du département de service à la clientèle. Sans trop identifier qui, mais de plus en plus, ce qu'on retrouve, par contre, c'est qu'ils vont avoir fouillé le répertoire d'une entreprise et trouvé des noms-clés. C'est comme, par exemple, ils pourraient signer un courriel provenant du département du service à la clientèle, mais signé par Sophie Damour. Là, on s'entend, ça fait un peu étrange, mais ils vont essayer de trouver les premiers noms qu'ils voient sur un site web pour venir les insérer dans le message, pour venir donner de la crédibilité à ce message-là. On en voit ici quelques exemples. Vous voyez ici, une personne avait reçu un courriel de l'université qui lui disait qu'il y avait des messages en attente dans sa boîte de courriel et la personne devait cliquer sur autoriser la livraison des courriels mis en attente. Quand la personne cliquait là-dessus, ça l'amenait sur un site web sur lequel elle devait rentrer son identifiant, son mot de passe, mais après, ça ne faisait rien d'autre. Donc, la personne avait subtilisé, dis-je, son identifiant mot de passe. Puis, est-ce que les courriels que vous voyez marqués à gauche sont légitimes? Probablement pas. Probablement que ça n'existe même pas dans la boîte de courriel de la personne. C'est vraiment juste pour faire croire que ça serait possible. Un autre exemple qu'on peut voir ici, c'est un message en anglais. Ça, on en voit encore de temps en temps, mais de plus en plus, c'est en français. Puis là, ici, on dit justement, si vous ne faites rien au niveau de votre boîte de courriel Office 365, ben, vous allez, je pense, perdre accès à leur courriel. Vous voyez, ça dit à la fin, en dedans de 3 jours, si vous n'avez rien fait, ben, on va détruire votre adresse courriel. Donc, on y va avec un message en gras, c'est marqué en anglais warning. On essaie de faire peur aux gens. Puis encore, ici, la stratégie, c'est que la personne cliquait là-dessus. Ça avait l'air d'une fenêtre de Office 365 dans laquelle la personne devait saisir son identifiant mot de passe. Ils ont utilisé, comme vous pouvez voir, le logo de l'université et même l'adresse de l'université au vol, l'adresse postale, on s'entend, là. Donc, mais le message est déjà un peu louche de départ avec un cher @ulaval.ca user. C'est un petit peu étrange, on s'entend. De plus en plus, ils sont plus raffinés sur ces messages-là, mais c'est quand même des cas qu'on a vus dans les 2 dernières années. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous êtes victime d'hameçonnage?
Premièrement, là, changez tous les mots de passe de vos comptes que vous pensez compromis. Si vous pensez que vous avez donné votre mot de passe à un endroit que vous ne deviez pas le donner, vous changez ça le plus rapidement possible sans aucune question. Activez aussi l'authentification multifactorielle sur vos comptes. À l'Université Laval, c'est obligatoire. Il n'y a pas vraiment de sondage là-dessus. Ça protège justement nos comptes. Donc, vous soyez étudiante, étudiant ou employé, vous avez l'authentification multifactorielle. Par contre, vous pouvez aussi l'activer sur vos comptes Google, sur vos comptes Facebook, sur vos comptes bancaires. Vraiment, je vous recommande de l'activer. Je pense même qu'à cette heure, la plupart des banques le rendent obligatoire. Donc, d'activer ça, si jamais vous êtes victime de fraude et vous perdez votre mot de passe, ben, ça fait que le fraudeur ne sera pas capable d'accéder aux informations nécessairement à cause de l'authentification multifactorielle. Donc, surveillez bien sûr l'activité sur vos comptes bancaires et votre boîte courriel. S'il s'agit du compte de l'Université Laval, ben, communiquez rapidement avec votre centre de services en technologie de l'information. Encore une fois, vous pouvez aussi contacter le centre de cyberdéfense. L'adresse, je ne me trompe pas, on l'a mis à la fin de la présentation. C'est sûr aussi que si vous êtes victime d'hameçonnage qui se transforme en fraude, je vous incite très rapidement à porter plainte à votre service de police local. De plus en plus, les services de police savent très bien comment gérer ces cas-là et sont capables. C'est sûr que ils ne pourront pas arrêter la personne malveillante demain parce que généralement, ils sont dans d'autres pays. Mais à la base, porter plainte parce qu'ensuite, il y a quand même des dénouements qui arrivent dans certains cas sur des cas comme ça. Donc, je vous invite vraiment à porter plainte. Puis quand vous portez plainte, l'avantage, c'est que vous avez un numéro de rapport que vous pouvez ensuite utiliser auprès de vos banques et autres pour démontrer que vous avez été victime de fraude. On va passer un petit peu au niveau des mots de passe. On en a évoqué un peu, on en a parlé un peu depuis tantôt. Les mots de passe, qu'en est-il des mots de passe? Ben, si je vous donne quelques bonnes pratiques au niveau des mots de passe, ben, je vous recommande vraiment de composer des mots de passe d'au moins 12 caractères. Je sais que c'est tannant, mais utilisez un mélange de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Vraiment, les études le démontrent, là, plus la complexité est élevée du mot de passe, plus c'est difficile pour un fraudeur d'essayer de faire une attaque de dictionnaire qu'on appelle ou une attaque où est-ce qu'on essaye plusieurs caractères pour essayer de le faire. Plus il est complexe, moins c'est possible pour le fraudeur. Souvent aussi, ce qu'on va recommander, c'est que vous pouvez faire une longue phrase, là, coller plusieurs mots un à côté de l'autre. Puis ça fait un très long mot de passe, mais c'est facile à retenir parce que vous avez juste à retenir les mots. Bon, c'est long à taper, là, j'en conviens, mais c'est une bonne façon d'avoir un mot de passe plus long. Puis en rajoutant quelques caractères spéciaux au travers de tout ça, ça se fait quand même assez bien. Bien sûr, dans vos mots de passe, n'utilisez pas des informations qui sont liées à votre vie personnelle. Je veux dire, prenez pas l'adresse chez vous, marquez pas 1, 2, 3 rue du Soleil. Là, c'est peut-être pas la meilleure chose comme mot de passe. Donc, votre adresse, votre date de naissance, tout ce qu'on pourrait retrouver sur des médias sociaux, là, grosso modo, ne mettez pas ça dans vos mots de passe parce que justement, les fraudeurs savent comment chercher un peu ces signaux-là. L'autre chose, les bons vieux trucs de dire « Ah, je vais remplacer des lettres majuscules par des lettres minuscules, puis changer des S par des signes de dollars, puis des choses comme ça. » Oui, ça fonctionne, mais les pirates informatiques l'ont compris aussi, puis ils ont des mécaniques pour dire « Oh, attends, je vais changer à place d'être un S, ça doit être un signe de dollar, des choses comme ça. » Ils comprennent aussi ces stratégies-là. Donc, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose, là, je vous dirais. C'est largement répandu, mais c'est pas vrai que ça protège de tout parce que justement, les fraudeurs vont trouver des façons de contourner ça. Personnellement, ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Personnellement, moi, j'en utilise un depuis, je vous dirais, 5, 6, 7 ans facilement. Un gestionnaire de mots de passe, ce que ça fait, surtout, ça vous demande de créer un seul mot de passe qui doit être long et très solide. Et ensuite, pour chacun de vos comptes, ça va générer un mot de passe différent. Moi, tous mes mots de passe, je vous donne un exemple, là, tous mes mots de passe ont 32 caractères avec une série de caractères qui n'a aucun bon sens. Ça ne fait pas un mot, ça ne veut rien dire, mais c'est indépendant pour chacun de mes comptes. Donc, quand j'ai besoin de m'authentifier quelque part, j'ai juste besoin de savoir mon très gros mot de passe. Puis ensuite, ce mot de passe-là me permet d'aller dans ma voûte de mots de passe chercher le mot de passe que j'ai besoin pour m'authentifier sur, je ne sais pas, Facebook, LinkedIn, Netflix, peu importe. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. J'allais dire, ça vous facilite la vie, dans le sens que ça a l'air complexe un peu de la façon que je le dis, mais ça facilite votre vie à avoir justement des mots de passe qui ne sont pas uniques,
puis des mots de passe que vous n'avez pas à vous souvenir justement de par leur complexité. Je vous ai mis quelques exemples. Il en existe plein de produits, que ce soit Bitwarden, LastPass, OnePassword, Dashlane. Si vous avez un Mac, le iCloud Keychain, c'est vraiment très intéressant. De plus en plus sur les furteurs, que ce soit Chrome, Edge, Firefox, vous avez des gestionnaires de mots de passe qui sont vraiment pas vilains non plus. Donc, je vous dirais, je vous recommande vraiment d'utiliser ces outils-là, mais pas pour stocker tout le temps le même mot de passe. Ça, c'est pas super. Pour vraiment avoir des mots de passe qui sont différents pour chacun de vos services, avec justement une complexité très élevée, ça vient vraiment vous protéger de façon adéquate. Bref, si ça n'a pas été assez clair, si votre mot de passe est compromis, vous le modifiez sans tarder. Il y a vraiment pas, je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que ça dans la vie. C'est un peu comme si vous faites voler, je ne sais pas, les clés de votre maison, c'est peut-être une bonne chose de changer toutes les serrures. Vous ne voulez pas prendre de chance que quelqu'un pourrait s'introduire chez vous sans trop de résistance. L'authentification multifactorielle, je vous en ai glissé un mot tantôt. En gros, pour ceux qui sont employés, étudiantes et étudiants de l'université, ben, c'est déjà obligatoire depuis maintenant 1 an. Je peux déjà vous dire, j'en profite, je peux déjà vous dire que nous, ça a diminué grandement les cas de fraude et les cas de compte compromis parce que malheureusement, et ça arrivait quand même fréquemment que des gens se faisaient voler leurs identifiants mots de passe de par des attaques justement d'hameçonnage, comme on disait tantôt, ou d'ingénierie sociale. Mais en mettant en place l'authentification multifactorielle, ça a drastiquement diminué, voire éliminé ce type de fraude-là de notre côté. Comme je vous dis, on l'a à l'Université Laval. Par contre, je vous dirais, c'est bien de l'avoir, mais si vous ne connaissez pas l'origine d'une demande d'authentification multifactorielle, ne l'autorisez pas. Autrement dit, à l'université, on permet les appels téléphoniques, les SMS, aussi l'application Microsoft Authenticator. Ben, si vous avez ça, puis à un moment donné, vous avez comme une notification ou un appel qui dit « Oh, il y a une authentification », puis vous ne savez pas du tout c'est quoi, acceptez-la pas, parce que ça peut être le fraudeur qui a malheureusement utilisé votre mot de passe d'une façon quelconque et là, qui essaie de s'authentifier en utilisant l'authentification multifactorielle. Donc, l'authentification multifactorielle, ça n'enlève pas tous les risques parce que justement, si vous faites la mauvaise action d'accepter une authentification qui n'est pas la vôtre, ben, vous venez de vous faire compromettre. D'ailleurs, comme je vous dis, on le retrouve un peu partout. Google, là, si vous avez Gmail ou que vous utilisez la suite Google pour écrire des documents, des fichiers, des chiffriers ou autres, il faut avoir une vérification à 2 facteurs qui fonctionne exactement comme celle de l'université. Ou Microsoft, ben, on le vit déjà, mais là, vous avez un autre exemple. Et même Facebook a le même principe. Comme je vous disais tantôt, les banques aussi font la même chose, ont cette authentification-là. Je ne sais pas s'ils l'activent toutes par défaut, mais si vous pouvez aller l'activer, là, oui, ça peut sembler être un peu un irritant, mais ça vient tellement vous protéger en cas de fraude. Prochaine menace qu'on va aborder, ça va être tout ce qui concerne les rançongiciels et les virus. Rançongiciel, si vous ne le savez pas, c'est un logiciel qui est un type de virus à la base. Mais ce virus-là, l'objectif, c'est de verrouiller complètement votre appareil en chiffrant les données. Donc, l'idée, c'est une rançon, ça le dit bien. Donc, l'idée, c'est que je chiffre vos données et je vous exige une rançon en échange de la clé de déchiffrement pour cette rançon-là. Je vous dirais tout de suite, là, quand ça arrive, là, les fraudeurs ne sont pas nécessairement toujours éthiques, là, dans le sens que c'est déjà pas éthique par défaut un fraudeur, là, mais c'est pas parce qu'ils disent qu'ils ont la clé de déchiffrement qu'ils l'ont réellement. Fait que vous pouvez les payer, puis la clé de déchiffrement qu'ils vont vous donner vaut rien, puis vous avez perdu de l'argent, puis vous avez perdu vos données. Donc, c'est sûr que généralement, on va vous recommander de ne pas payer une rançon parce que justement, ça n'a pas nécessairement un gage de succès. Par contre, où est-ce que ça peut devenir très problématique un rançongiciel, puis on l'a vu dans la dernière année dans les médias, c'est que si un rançongiciel frappe une entreprise, là, on ne parle plus juste d'un ordinateur personnel. On peut parler de serveurs contenant des millions de renseignements. Et là, ben, la compagnie n'a plus accès à ces renseignements-là, ne peut plus fonctionner, donc est complètement paralysée pendant des semaines. Et dans les cas qui sont pires, puis c'est ce qu'on voit de plus en plus du côté des fraudeurs, c'est qu'ils ne font pas juste chiffrer les données, ils vont exfiltrer les données
et menacer la compagnie que si la compagnie ne paye pas, elle va rendre ces données-là publiques. Donc, vous pouvez vous imaginer si vous êtes, je ne sais pas, une banque pour laquelle ça arriverait. Là, il commence à avoir une sérieuse discussion à ouais, on la paye-tu finalement? Puis si on paye cette rançon-là, est-ce que le fraudeur va être honnête et ne pas partager ces données-là? La réponse est probablement non, si on se fie par le passé. Malheureusement, les fraudeurs ramassent l'argent et ils attendent peut-être 1 an ou 2 pour rendre les données en vente sur le marché noir, là, le dark web. Donc, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Fait que bref, c'est un type de virus, ce qu'il faut retenir. Puis, encore une fois, je vais reprendre l'ingénierie sociale et l'hameçonnage. C'est généralement comme ça que les fraudeurs vont passer. Ils vont tenter de vous faire installer quelque chose qui va s'avérer être malicieux afin de chiffrer votre ordinateur. En gros, généralement, ben, je viens de le dire, j'aurais dû attendre un peu. L'autre chose aussi qu'on voit souvent, ça va être des fichiers Word ou Excel qui vous demandent d'activer des macros. Vous avez sans doute déjà vu ça, là, il y a un petit bandeau en haut, ça dit il y a du contenu dynamique, veuillez activer les macros pour faire activer ce contenu-là. Ben, si vous cliquez là-dessus, oh, il y a un petit logiciel en arrière qui part et qui peut justement aller télécharger des choses malicieuses pour chiffrer votre ordinateur. Donc, toujours être très, très, très conscient que quand on utilise des fichiers comme Word ou Excel qui demandent des macros, ça peut être justement du contenu malicieux derrière ça. Je vous rassure, si votre employeur a des fichiers comme ça qui ont été conçus par l'employeur lui-même, c'est correct, là, c'est fait par design, mais si vous recevez ça par courriel, là, on a peut-être des questions à se poser. Puis je vais vous donner un exemple. Là. Il y a des fraudeurs que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient ce genre de fichier malicieux-là aux ressources humaines pour que le département des ressources humaines ouvre un CV. Puis le CV ne s'affichait pas tant qu'on ne cliquait pas sur activer les macros. Et après, voilà, il y avait une attaque informatique qui se déroulait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se déroule du côté des rançongiciels. Il faut être très, très alerte à ce type de choses-là. Puis surtout, là, j'ai mis 2 conseils, mais aussi, allez pas télécharger n'importe quoi sur Internet. Toujours vous assurer, tout d'un coup, je sais pas, je veux un logiciel d'édition de photos, puis le site officiel, je sais pas, c'est Adobe, ben, faut que je le télécharge de là. D'aller le télécharger sur un site un peu étrange à côté, il y a des bonnes chances que ce soit un site qui a été mis en place par des fraudeurs afin de m'inciter à tenter de télécharger une fausse copie du logiciel qui, en réalité, est un rançongiciel. Bref, de quoi ça peut avoir l'air quand ça arrive? Ça, c'est WannaCrypt il y a quelques années. Ça donnait, vous voyez, ça donnait cette espèce de look-là. Là. C'est pas super beau, mais ça donnait un temps où est-ce que, comme ici, on voit dans 3 jours, environ 2 jours et 23 heures, le paiement demandé allait monter et que si dépassait telle date, ben là, les fichiers allaient être complètement perdus. Là, ici, c'est environ 7 jours, les fichiers allaient être complètement perdus et de faire un paiement par Bitcoin parce que, bien évidemment, ils n'acceptent pas des transactions bancaires. Eux, ils veulent être payés avec quelque chose qui a peu de traçabilité comme les bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie où la traçabilité est moins au rendez-vous. Donc, c'est l'objectif généralement de ces fraudeurs-là. Je ne sais pas de quoi ça a l'air récemment. Je vous dirais, celui-là, je l'avais vu il y a 2 ans, pas dans le cadre de nos activités à l'université, mais dans le cadre d'un cas qui est arrivé ailleurs au Québec. Donc, quoi faire pour vous protéger? Bien, c'est sûr qu'une des premières choses, c'est vous assurer que vos logiciels sont à jour. Parce que souvent, pour fonctionner, ces virus-là vont essayer d'exploiter des vulnérabilités sur des logiciels qui ne sont pas à jour. Donc, si vous avez un ordinateur Windows, vous assurez que votre Windows a ses mises à jour, que votre furteur a ses mises à jour, que tout logiciel sur votre ordi a des mises à jour. D'avoir aussi une solution de protection adéquate, un fameux antivirus. Là, il ne faut plus juste avoir des antivirus, je dirais, très simple, aller vers des solutions un peu plus avancées. Microsoft Defender, malgré qu'on peut avoir beaucoup de commentaires concernant Microsoft, est un produit quand même acceptable du côté de la protection des ordinateurs Windows. C'est un bon outil, mais il existe plein d'autres outils. Vous pouvez voir l'ensemble des fournisseurs qui existent, là, que ce soit, je ne sais pas, Bitdefender, McAfee, Norton ou autre. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Il faut juste trouver, justement, comme je dis, des solutions qui ont des protections assez évoluées.
L'autre chose aussi qui est très importante, c'est de faire des copies de vos documents importants, si vous les conservez. Puis c'est pas juste pour dans des cas de rançon logiciel, là, je vais vous dire ça en général. Vous avez des documents importants sur votre ordinateur, assurez-vous d'en avoir des copies ailleurs. Et sérieusement, d'utiliser les services d'info nuagique de Microsoft, que ce soit OneDrive ou de Google avec Google Drive ou iCloud avec leur service aussi d'info nuagique, ben, c'est une bonne chose de copier vos informations sensibles, ben, pas sensibles, je devrais dire, vos documents importants. C'est sûr que là, je ne vous ferai pas un cours sur le chiffrement, là, mais il y a aussi possibilité de chiffrer vos documents. Tout d'un coup, vous ne faites pas confiance justement à ces services-là pour bien protéger vos documents. Mais de faire des copies de vos documents, ben, si l'ordinateur brise, ben, justement, vous ne serez pas malheureux d'avoir perdu des choses. Mais si vous faites justement chiffrer vos données aussi, ben, vous avez une copie, donc vous n'êtes pas complètement dans le trouble, si je peux me permettre l'expression. C'est sûr aussi que vous pouvez avoir un disque dur sur lequel ou une clé USB sur laquelle vous faites des copies de documents, c'est tout aussi bien. Par contre, c'est sûr que s'il est connecté en permanence sur votre ordinateur et qu'il arriverait un pépin au niveau d'un crypto-logiciel, ben, c'est sûr que ça va chiffrer aussi le disque dur externe. Ça va couvrir l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est important d'avoir des copies qui ne sont pas nécessairement connectées physiquement à l'ordinateur. Pour ceux qui ont peut-être des connaissances un peu plus évoluées en informatique, il y a quelque chose qui n'est pas si complexe à déployer qui s'appelle le bouclier canadien de CIRA. CIRA, c'est un organisme au niveau canadien qui offre des différents services en sécurité. Puis au niveau du Canada, ben, ils ont offert une protection DNS qu'on appelle entièrement gratuite. Une protection DNS, l'idée derrière ça, c'est que s'il y a des requêtes qui sont faites de votre ordinateur, ça va bloquer ces requêtes-là. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mis aussi de la documentation. Ça peut être déployé sur n'importe quoi qui est indiqué en ce moment dans la liste. Ça se fait plutôt bien, pardon, dis-je. Moi, je le fais chez nous. Puis en réalité, ça protège justement des cryptovirus et autres. C'est une belle solution offerte gratuitement. Je ne me trompe pas, c'est une initiative qui est financée par le gouvernement du Canada. Par la suite, la sécurité des appareils mobiles, parce que c'est bien beau de parler d'ordinateurs et de serveurs, mais je pense que la majorité d'entre vous doivent avoir le fameux petit téléphone mobile, que ce soit un Android ou un Apple ou une tablette. Il faut faire attention aussi à la sécurité de ces appareils-là. Donc, c'est toujours bien de mettre un code d'accès à votre appareil, un verrouillage après un délai d'inactivité. Je pense que plus vraiment, je pense qu'Apple puis Android ne permettent plus vraiment de ne pas en mettre, mais pendant un bout de temps, c'était facile de juste dire ça débloque l'appareil, puis aucune vérification est faite. Parce que c'est ça que vous pouvez oublier votre appareil quelque part, et si quelqu'un a facilement accès à cet appareil-là, généralement, vous avez aussi beaucoup de renseignements sur ces appareils-là. Encore une fois, c'est le même conseil que pour un ordinateur. Mettez régulièrement à jour ces applications-là, le système d'exploitation. Je sais que c'est plate des fois quand il faut faire Moi, j'ai un Apple, quand c'est le temps de faire la mise à jour d'un Apple, des fois, c'est un peu plus long. Faites-les, c'est important parce que je vous dirais, dans la dernière année, des vulnérabilités critiques qui ont été découvertes sur le système Apple, il y en a eu beaucoup. Donc, c'est important de faire rapidement ces mises à jour. L'autre chose, j'ai pas d'informations sensibles par texto ou courriel, c'est pas le bon véhicule. Si quelqu'un vous demande, je vous donne un exemple, là, la ville vous demande votre NAS pour je sais pas trop quelle raison, là, ben c'est peut-être mieux de prendre votre téléphone, d'appeler puis de leur donner directement. En tout cas, moi, je sais que je l'ai fait, là, la ville m'avait demandé un moment donné mon NAS par courriel pour des camps de jour. Ça a comme fait, non, je vais vous appeler, je ne fais pas confiance sur le courriel. Donc, c'est toujours mieux d'y aller de cette façon-là. Vous pouvez aussi bloquer les numéros de téléphone qui vous envoient des messages non désirés. Autant Apple qu'Android font ça. Et encore une fois, même conseil que pour les ordinateurs, synchronisez vos appareils avec un ordinateur pour sauvegarder vos données ou si vous avez avec Google ou avec Apple, vous pouvez aussi synchroniser avec leur système d'info nuagique pour justement vous assurer que vous avez toujours une copie de vos données. Je vous rassure, je n'ai jamais entendu vraiment de cas de rançon logiciel sur un appareil mobile. Je ne suis pas sûr que ça se peut. Mais il y a déjà eu, par contre, des attaques pour exfiltrer de l'information. Ça, on a vu ça, là, surtout du côté d'Android. Pendant un bout de temps, les logiciels étaient moins bien vérifiés. C'était possible d'installer un logiciel qui était malicieux, qui pouvait extraire de l'information. Le fameux Wi-Fi aussi, le sans-fil. En gros, méfiez-vous toujours d'un réseau offert gratuitement.
puis sans mot de passe dans un endroit public. Les réseaux publics peuvent être mal protégés et voire même plus simple que ça. Je peux être un fraudeur et simplement offrir de l'Internet gratuit, simplement pour essayer d'attraper des communications, justement. Donc, quand c'est gratuit, sans trop de protection, généralement, vous devriez avoir un petit drapeau rouge qui se lève pour dire Oh, ça m'apparaît être dangereux. Parce que, justement, ils vont vouloir intercepter vos communications. Puis même si la communication peut sembler chiffrée, ils vont faire une attaque en mettant, justement, on appelle ça en anglais attacker in the middle, là. Donc, mettre un dispositif entre vous et l'actif que vous tentez d'accéder pour intercepter justement des informations sensibles. Donc, toujours être méfiant des réseaux sans fil publics. Je vous dirais, soyez pas méfiants du réseau sans fil public de l'université. On le protège très bien, puis on s'assure justement qu'il est bien isolé. Mais si vous êtes dans, je ne sais pas, dans un resto ou dans un commerce, puis ça n'a pas l'air d'être trop légitime, posez-vous des questions. Au niveau du réseau sans fil personnel, ben, un grand classique, assurez-vous de mettre un mot de passe robuste. Encore une fois, je vais prendre mon exemple. Allez pas mettre 1, 2, 3 rue du Soleil comme mot de passe. C'est peut-être pas la meilleure chose de mettre des informations qui sont trop évidentes. Comme ça, vous allez empêcher toute personne qui pourrait être mal intentionnée qui se trouve près de votre domicile d'avoir accès à votre connexion. C'est particulièrement vrai, soit dit en passant, si vous restez dans un bloc à appartement où est-ce que justement il peut y avoir plusieurs réseaux sans fil en même temps. Assurez-vous de mettre une bonne protection. Des cas de fraude, on en a vu malheureusement qui se sont passés justement parce que quelqu'un s'est connecté au Wi-Fi d'une autre personne et a fait des actions malicieuses à partir de ce réseau sans fil-là. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Assurez-vous que vos appareils sont à jour quand vous connectez sur différents appareils, différents réseaux sans fil, dis-je. J'arrive pas mal vers la fin de notre rencontre. On va prendre les questions par la suite. En gros, nous, on a à l'Université Laval plein de ressources pour vous informer, vous garder informé au niveau de tout ce qui est cybersécurité. D'un, je vous invite complètement à consulter le site ulaval.ca/cybersécurité. Vous allez trouver une panoplie d'informations. En cas de souci en cybersécurité pour les actifs de l'Université Laval, je vous invite tout de suite pas tout de suite, mais lorsque ça arrive, à contacter votre centre de services en technologie de l'information ou votre technicienne ou technicien informatique, peu importe. Ces gens-là, toutes les personnes qui travaillent en technologie de l'information à l'université, on les connaît bien, puis ils travaillent avec nous au niveau du centre de cyberdéfense. Donc, si eux détectent de quoi ou nous rapportent de quoi, on le traite. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire directement à cybersécurité à commercial-ulaval.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre à tous vos questionnements. On a une équipe qui surveille cette boîte de courriel-là, mais elle ne fait pas juste surveiller ça, elle surveille l'ensemble des actifs de l'université. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider s'il y a quoi que ce soit. Dernier truc, si vous ne le saviez pas, le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité et l'université, on a déployé une petite campagne qui vous invite à vous mettre en cyberforme. Donc, cette année, on veut s'entraîner en adoptant des bonnes pratiques et ça dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est pas juste au niveau de ma vie comme moi, employé, ou de la vie d'un étudiant ou d'une étudiante. Dans votre vie personnelle, c'est bien de faire ça, d'adopter ces bonnes pratiques-là. On va avoir plein d'activités. D'ailleurs, si vous allez sur notre site web, comme vous pouvez voir, on a une page aussi sur le mois de la cybersécurité sur laquelle vous allez retrouver plein d'informations supplémentaires. Mais aussi, on fait un midi-conférence le 11 octobre prochain avec la professeure Hajar Keshin, qui est professeure titulaire en système d'information organisationnelle à la Faculté des sciences d'administration. Elle est surtout concentrée sur la sécurité de l'information, donc ça va être très, très intéressant de parler avec elle de justement quels sont l'état des menaces actuelles en matière de sécurité de l'information. C'est pas mal tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas regardé le clavardage, pour être bien honnête, je vais départager.